Chapitre 25. La guerre, mais elle est commencée. Dès 1934, Marie-Julie. Ne cachez pas que s'accumulaient à nouveau, dans notre ciel, de gros nuages noirs. Il y aura beaucoup de victimes et beaucoup de martyrs, disait-elle. La Vierge veillait encore à nos frontières et portait chaque soir à son Fils les prières, les souffrances et les sacrifices des justes. Mais il eût fallu plus de pénitence. Le châtiment est absolument nécessaire, disait l'Immaculée, à la veille de la catastrophe. Et le Seigneur ajoutait, « Ma justice passera partout, une pluie de fer et de feu. » Après l'aurore boréale, si impressionnante du 24 janvier 1938, Marie-Julie déclare que c'est le signe de la guerre prochaine. En réalité, les braves gens des campagnes le prennent pour tel, même au-delà de nos frontières, même au Tyrol, et sans doute dans toute l'Allemagne où Hitler a défendu aux journaux de parler de ce phénomène, au moins d'après ce qu'Alphonse Reindel d'Unterlutach nous a confié. Un jour, sa garde surprend Marie-Julie en prière, le regard fixe, attentive. À une invisible présence, l'extatique interroge avec anxiété. « Ils ne viendront pas jusqu'à nous. » La réponse n'est pas entendue, mais, revenue à l'état naturel, la pauvre femme montre un visage altéré par une infinie tristesse. Elle garde pour elle le secret de la communication. En mai 1940, comme on lui disait avec assurance, « En tout cas, nous sommes bien ici, ils ne viendront pas en Bretagne. » Elle répliqua, « Vous le verrez, ils vous dépasseront. » Le 24 août 1939, il n'y a plus à douter. Le marquis de la Franquerie, qui passe ses vacances avec sa famille à Croix-de-Vie, assiste à l'extase de ce jour. Il entend le concernant « Ô petit frère de la Franquerie, je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. » Il venait de faire paraître un livre intitulé « La Vierge Marie dans l'histoire de la France ». C'est mademoiselle Daillé qui a relevé l'extase du 24 août. Ce jour-là, Marie-Julie déclare à monsieur de la Franquerie qu'il doit emporter chez lui, dans le Gers, tous les dossiers réunis à Blain concernant l'affaire de la Fraudet. Les dossiers occupent le fond de la voiture. Il ne reste plus assez de place pour la famille et l'on doit envoyer par le train dans le Gers les deux aînés, Bernard et Antoinette, qu'accompagne leur tante. Le lendemain, vendredi 25 août, plusieurs personnes sont réunies chez Marie-Julie pour les adieux. L'une d'elles lui dit « Oh Marie-Julie, nous allons bien prier avec vous pour que nous n'ayons pas la guerre. » Celle-ci la regarde fixement et répond « La guerre ? Mais ma petite sœur, elle est commencée la guerre. » On apprit ultérieurement que l'ordre de l'envahissement de la Pologne avait été donné par le Führer pour ce jour-là, ordre dont l'exécution fut retardée de 8 jours en raison des négociations du pacte germano-soviétique, mais des commandos allemands, qui n'avaient pas touché le contre-ordre, combattaient déjà à la frontière germano-polonaise et continuèrent jusqu'au déclenchement général de l'invasion. Elle était commencée, la guerre. Bien peu le savaient et le savent encore. Ce fut la drôle de guerre, le 22 octobre 1939, qui est un dimanche ensoleillé. On a placé le fauteuil de Marie-Julie près de la porte basse, ouverte sur la clarté et la douceur du paysage familier. Elle prit son chapelet noir entre ses doigts décharnés. C'est avec le sourire qu'elle accueille le journaliste de Saint-Nazaire. Son visage s'est encore amenuisé et sa parole, devenue de moins en moins perceptible, elle demande des nouvelles de la guerre,
dont la pensée torturante déchire son vieux cœur usé par la souffrance. On parle de Thérèse Neumann, la stigmatisée de Bavière, dont toute la presse vient d'annoncer la mort. Ce n'est pas vrai, assure Marie-Julie. Thérèse n'est pas morte. La Sainte Vierge me l'a dit. Une semaine plus tard, les journaux démentaient leur première information. Thérèse vivra de nombreuses années après la guerre. Un mois plus tard, le 23 novembre, l'extatique de la Fraudet déclare « La guerre sera longue et finira mal. L'hiver se passe tant bien que mal. Madame Petit s'occupe activement de Marie-Julie. Sa nièce Angèle Guiton l'assiste régulièrement. Mademoiselle Imbert, qui logeait à Blain, mais qui dut se réfugier un moment à Chassenon, veille sur elle. De même, Mademoiselle Trouillet et bien d'autres. La flamme haute d'un feu de sarment éclairait, dit un reporter du journal, le phare, son visage illuminé d'une grande paix intérieure. Quel sarment dans un pays sans vignes! Mais un journaliste n'est pas une inexactitude près. Quand elle récite son chapelet, elle entend parfois les âmes qui répondent « Sainte Marie ». Les âmes du ciel et du purgatoire prennent le relais de celles de la terre qui, plongées dans la drôle de guerre, oublient de prier et ne soupçonnent pas que, sous peu, leur maison de Nantes, de Saint-Nazaire et même de Blain les écraseront dans leur chute. Priez pour nous à l'heure de notre mort, disent au nom des vivants ceux qui sont morts. L'hiver a bien éprouvé la santé de Marie-Julie. N'allez pas si vite, bonne mère, supplie-t-elle à l'extase du 2 février 1940. Je n'en peux plus. Oui, je le sais, répond la Vierge. Tu sors d'une maladie qui devait te conduire au tombeau. Elle a encore accepté la prolongation de sa vie. Qui aurait pu refuser, explique-t-elle, en voyant notre Seigneur si offensé. Son divin époux va lui ménager une épreuve dernière, celle de partager le calvaire de la France, d'être emportée, elle aussi, dans cette vague de souffrance, au milieu de gens aux abois, des femmes en larmes, d'enfants épuisés, sur des routes douloureuses, dans l'encombrement de véhicules de tout genre. Vers le 8 juin 1940, le Seigneur a déclaré « Ma justice va passer, j'enlève mon paratonnerre. » Depuis le 10 mai, la moitié de la France est sur les routes. Toute bâtisse libre à la Fraudet est occupée par des réfugiés. Il y a là le docteur Jacques Gauthier de Paris, qui a pris Marie-Julie sous sa particulière protection et qui pense égoïstement s'en faire un bouclier contre les dangers déchaînés par la guerre. L'invasion se poursuit à une vitesse prodigieuse, il faut fuir plus loin. Monsieur Jacques n'entend pas tomber aux mains de l'ennemi si près de la ligne de salut. Il décide de franchir la Loire, mais il emmènera avec lui son palladium. C'est humainement une folie. Encore mal remise de cette maladie qui l'avait conduite aux portes du tombeau, frêle, apeurée, Marie-Julie est comme une feuille qui tremble au souffle du vent. Elle est en larmes, elle pleure, il faut partir quand même. Quitter à 90 ans ces lieux familiers dont elle ne s'est jamais éloignée, chaumière, amis, village. Il faut se livrer aux incertitudes, au chaos, aux lenteurs de la route, dans cet affreux sauf-qui-peut général. Marie-Julie, qui pourtant ne veut pas partir, n'a plus assez de force, de volonté pour résister aux pressions extérieures. Peut-être c'est elle que la justice divine exige d'elle cet héroïque sacrifice, cette ultime participation à l'angoisse de la France, frémissant et vaincue. Mademoiselle Imbert s'oppose avec insistance à ce projet de départ, mais n'est point écoutée. Ils emmenèrent Marie-Julie de force,
disent les gens du village. L'Exode, journal de Madame Petit. Nous quittons la Fraudet le 16 juin 1940 à 4h ou 4h30 de l'après-midi, déclare Madame Petit, dans l'auto de Monsieur Jacques avec une réfugiée et son fils. Au moment du départ survient Angèle Boissière qui s'exclame « Non, non, Monsieur Jacques, ne l'emmenez pas, qu'elle reste, elle protégera le village. S'il nous arrive malheur, ce sera votre faute. » On part. La jeune Paulette Marzac se trouve sur la route d'Émion et voit s'éloigner la guimbarde. Marie-Julie est assise entre le docteur et Madame Petit. Que c'est triste! L'abbé Maurice, qui n'a pas été prévenu et qui pourtant ne parle pas facilement en faveur de sa paroissienne, déclare « Puisqu'on l'a emmené, Blain va être bombardé. Le docteur Allaire, son médecin habituel, est très mécontent. La mettre sur les routes, elle qui n'a qu'un souffle. » Le lendemain, 24 heures exactement après le départ, les tristes pressentiments se réalisent. Entre 3 et 4 heures de l'après-midi, quelques avions allemands survolent Blain avec mission de couper le pont sur le canal afin de retarder la fuite des troupes françaises. Comme toujours, des bombes s'égarent et vont écraser sous leur maison d'inoffensifs Blinois. La femme du docteur Allaire est tuée, et sa domestique et Madame Adam et d'autres. 17 morts en tout. Les blessés nombreux sont transportés à la communauté de Saint-Gildas-des-Bois où un hôpital de fortune s'organise. Suivons Marie-Julie dans sa pénible randonnée, le plus long de ses voyages. Le premier soir, on arrive à Saint-Julien-de-Concelles, on frappe à la porte d'une petite communauté franciscaine. L'une des sœurs connaît Marie-Julie et les voyageurs sont bien reçus. Mais il n'y a de lit que pour la stigmatiser. Les autres dorment dans la voiture. Le lendemain, par des routes encombrées, on arrive à Chantenay, dans les Deux-Sèvres, ou à Chantonnay. Là, Madame Petit et Marie-Julie sont hébergées chez les Sœurs de la Sagesse. La maison est pleine de réfugiés. Enfin, nous prenons la direction de Chives, où nous espérions trouver un asile, mais impossible d'aller vite et nous n'y arrivons que fort tard. Marie-Julie était très fatiguée et parlait peu, mais elle ne se plaignait pas. À Chives, impossible de trouver un logement. Marie-Julie était assise au coin d'une maison, tandis que nos compagnons cherchaient en vain. C'est alors que de braves gens, pris de pitié pour cette pauvre femme, sans asile et qui ne demandaient rien, nous offrirent l'hospitalité et la soupe. Le manque d'air dans l'auto chargée à bloc et l'odeur de l'essence n'avaient pas été pour Marie-Julie les moindres souffrances de la route. Accablée par le chagrin et la fatigue, elle ne put prendre aucune nourriture. Par un escalier étroit, nous sommes arrivés dans une mansarde où se trouvait juste un lit pour Marie-Julie. Il fallut 3 jours à nos amis pour trouver des logements convenables à 12 kilomètres plus loin, dans un petit endroit qui rappelait la Fraudet, près du bourg de Villiers, un petit hameau à 2 kilomètres du bourg. À Chives, Marie-Julie a beaucoup pleuré. Nous passions la journée dans un hangar, nous récitions le chapelet. À la touche de Villiers, nous avions une chambre à 2 lits. Là aussi, nous ne cessions de prier. Marie-Julie, pendant ces 3 semaines, eut à supporter des souffrances de toutes sortes. Elle se sentait perdue, isolée. Elle appelait les siens, parlait de sa chère chaumière, ses larmes coulaient. Ajoutons à ces supplices le seul qui ait retenu les gens de la Fraudet, celui des rats qui couraient partout et qui emportèrent le chapeau de Madame Petit, dans l'intention de le grignoter. C'était la famine pour toute créature. Cependant, la Vierge n'oublie pas son enfant privilégié.
Quand on pensait que Marie-Julie aurait son extase habituelle, on dressait dans la chambre un petit autel de fleurs champêtres. « Ne pleurez pas, dit la maman céleste, je bénis cette maison. » Le 2 juillet, elle dit, « Priez mes enfants. J'ai obtenu pour la France de mon divin Fils la fin des armes. » Comme l'extatique demandait, « Quand on pourrait partir ?» La Vierge répondit, « Attendez encore quelques jours, la route sera libre. Chapelet, chemin de croix, heure sainte, occupée tout le temps. » Le 6 juillet, un samedi, voyant sa protégée à bout, Madame Petit insiste tellement auprès du docteur Jacques que le départ est décidé. Le dimanche, on conduit Marie-Julie à la messe, où elle communie. On déjeune ensemble, la vieille femme heureuse à la pensée du départ ne pleure plus. L'après-midi se passe à faire des paquets et à charger la voiture. Le lendemain matin, dès 6 heures, la voiture roule sur le chemin du retour. On n'a pour tout papier qu'une carte de sucre, la circulation est interdite et le contrôle est sévère. Tous les piétons qu'on rencontre sur la route déclarent « Vous ne passerez pas ». On salue et l'on continue de rouler. On récite presque sans arrêt le chapelet, suivi des litanies de Saint-Michel. À Bournezeau, en Vendée, nos voyageurs demandent des renseignements à des gens très aimables qui les invitent à descendre chez eux et leur offrent quelque nourriture. C'était monsieur et madame Cyr, marchands d'étoffes, un bon ménage sans enfants. Ils nous ont reçus, dit madame Petit, comme des membres de leur famille. Ils prennent beaucoup de peine pour nous et nous font remarquer que si nous couchions chez eux, nous pourrions le lendemain partir de bonne heure et rentrer directement à la Fraudet. Ce que nous avons accepté avec joie. Mais le lendemain, ayant appris qui était Marie-Julie, madame Cyr ne voulait plus la laisser partir. Nous sommes partis tout de même, mais à une heure avancée de la journée, pour arriver sans incident à Saint-Hermine. Là, il fallait traverser un pont. Une sentinelle nous arrête. On va à la commandanture. Ces messieurs sont au sable et doivent y rester jusqu'au lendemain. Vous serez obligés d'attendre au moins jusqu'à 3 heures du matin, dit-on. On remonte en voiture. J'avais fait descendre Marie-Julie, qui respirait mal, dans l'auto. On prie, on supplie Saint-Michel de venir nous délivrer. Voici qu'au bout d'une demi-heure, un jeune soldat, jugulaire au menton, s'avance vers nous et, sans rien dire, du bras fait signe de passer. Nous partons et, sur la demande de Marie-Julie, nous entonnons le Magnificat. Maintenant, c'est le passage de Nantes. Si les ponts étaient coupés, non, ils sont intacts et assez vite, sans rencontrer d'obstacles, sans avoir à montrer la carte de sucre qui ne peut remplacer l'obligatoire carte d'identité et le laisser-passer. On traverse la ville. Marie-Julie est dans la joie à l'approche de sa chère Fraudet. En arrivant dans la chaumière, réunis autour de la table, notre petite sœur fit chanter le Magnificat. 500 kilomètres de voiture par des routes encombrées, sans un mot, sans une plainte. Quelle sainteté, dit madame Petit. Ne fallait-il pas à cette vieille femme de 90 ans? On croit savoir à la Fraudet que le docteur Jacques, incorrigible, fit encore faire un autre voyage à Marie-Julie, plus agréable celui-là, une visite à la maison des sœurs Villa Maria au Gavre. Les derniers mois, dès le carême 1940, notre Seigneur avait dit, lors d'une extase, « C'est le dernier carême que tu passes sur la terre. » En l'été de cette même année, il est redit, « Priez pour celle qui n'a plus que quelques pas à faire sur la terre. » On interroge Marie-Julie, qui est donc cette personne qui a besoin de prière pour les derniers jours qui lui restent à passer sur la terre? « C'est moi, répond-elle. C'est bien moi. »
Cependant, le 15 août, la Vierge lui demande d'attendre encore un peu ici-bas, le ciel dont le désir fait battre son cœur à se rompre. Le ciel de son éternelle profession religieuse est encore différé. Il est maintenant visible qu'elle s'affaiblit tout doucement. Il semble qu'elle soit atteinte de la gorge. À l'extase du 24 octobre, Marie-Julie, presque exsangue, parle peu. Au chemin de croix, cependant, cette vieille femme, sans force et sans ressort, laisse ses bras en croix pendant 20 minutes et semble morte debout. Un tremblement de ses lèvres, seul indice de vie apparente. Désormais, ses jambes ont peine à effectuer les quelques mètres qui séparent sa cellule de la cheminée. Elle ne se préoccupe pas moins de la destinée de son pays. Nous souffrirons encore, déclare-t-elle, le plus dur n'est pas passé. Mais confiance, une ère nouvelle se lèvera bientôt, qui sera pour le bien de tous. Le Seigneur lui a-t-il pas déclaré qu'elle ne verrait que la première étincelle du châtiment? L'ère nouvelle viendra. Mais n'oublions pas que le bientôt de Marie-Julie et du Seigneur est un bientôt vu de l'éternité. Le 12 février 1941, un journaliste confie à la gardienne de Marie-Julie que le curé de Blain trouve qu'elle s'affaiblit sensiblement. La gardienne, à la surprise du visiteur, s'empresse de communiquer la nouvelle à sa malade, qui en témoigne une joie visible. Le 14 février, elle est particulièrement heureuse. J'ai reçu un matin, dit-elle, une nouvelle d'une source sainte, d'une source sûre. Par 2 fois, elle mande à mademoiselle Humbert et à mademoiselle Trouillet de venir la voir sans tarder. Comme des amis, le 24 février lui exprime le désir de revenir au début du carême. Contrairement à son habitude, elle ne répond pas. Son voisin Trivière lui souhaite une meilleure santé. « Je vais partir, dit-elle. »« Mais non, ce sera comme les autres fois. Vous vous remettrez. »« Je vais partir, insiste-t-elle. »« Je vais partir, vous le verrez. » Et à Jeanne Raillant, le 27 février, elle affirme « Ma petite sœur, je vais partir. »« Pas encore, Marie-Julie, dans quelques mois. »« Non, dans quelques jours. »